L'Afrique est le continent le moins bien assuré du monde. Et c'est en osant prendre ces responsabilités-là qu'on se construit la confiance en soi. Les expressions féminines du leadership sont différentes des expressions masculines. Les études démontrent que quand une femme dirige une entreprise, n'importe laquelle, la rentabilité est meilleure. Et on ne peut pas être un bon dirigeant aujourd'hui si on ne sait pas fédérer. Maintenant, quand tu dis « je veux être comme Evelyne Fassinou », je dis non. Il faut qu'elle soit mieux que nous. Bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle. Je suis Nabou Fall et vous savez que vous êtes sur la chaîne de l'inspiration, du développement professionnel et personnel. La chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Aujourd'hui, j'ai une très très grande dame, Madame Evelyne Fassinou, et je vais la laisser se présenter. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Bonjour Nabou, ça va bien? Alors Evelyne, qui es-tu? Ah, bonne question. On va faire un peu de storytelling alors. Oui. Écoute, je suis une femme qui a débuté, qui est née il y a un certain nombre d'années quand même. Je ne dirai pas mon âge. Non, on ne veut pas savoir. Mais effectivement, je suis née à Dakar. Nangadef, Evelyne? Nangui Firek, si on essaie. J'ai eu l'opportunité d'être, en fait, je dis que je suis multinationale. Bien sûr, tu es africaine. Je suis née à Dakar, j'ai grandi un peu à Cotonou parce que je suis de parents béninois, mais très vite, on a quitté le Bénin, j'ai grandi au Congo-Brazza. Mbotenayo. Comme on dit. J'ai vraiment tourné en Afrique, au Gabon aussi, et ça m'a donné effectivement cette culture africaine qui m'a enrichie. Sinon, je suis mère d'une grande fille de 26 ans, dont je suis très fière. Nice, coucou. Qui est ma nièce, apparemment. Qui s'appelle Marika. Et côté professionnel, j'ai fait des études de droit et d'assurance. Alors, pourquoi assurance? Parce que quand je faisais droit, je voulais être avocate. Et je me suis dit, avocate, il faut parler en public, je n'oserais pas. Et donc, il y avait dans mon université une école des assurances. Et donc, j'ai fait des études d'assurance. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans l'assurance, on parle encore plus parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut amener les gens à souscrire. Et donc, je me suis retrouvée là où je ne voulais pas être. Et voilà. Et donc, je suis rentrée dans cette profession, comme je te dis, parce que je ne voulais pas parler en public. Mais j'ai retrouvé une profession où vraiment, je me suis sentie dans mon élément. Parce que c'est une profession où vraiment, on va vers l'autre, où on touche du doigt ce qu'on construit. Et c'est important pour moi parce que quand je fais le point aujourd'hui, je me dis, j'ai fait du chemin. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Evelyne. Tu es ma première assureuse sur le plateau de Nabou Fall officiel. Et c'est une fierté que cette assureuse soit une femme, déjà. Mais il commence à y en avoir de plus en plus dans notre profession. Et il y a d'autres challenges à relever en tant que femme dans notre profession, mais il commence à en avoir de brillantes. Et c'est une bonne chose. Merci. On n'est plus des pionnières. On a été des pionnières, mais maintenant, on voit du monde arriver. Alors, c'est intéressant. Tu m'as parlé du chemin et tu m'as parlé du mot pionnière. En quoi est-ce que tu es une pionnière? Explique-moi un petit peu. Écoute, le mot pionnière, c'est parce qu'on a défriché certains chemins qui n'avaient pas été défrichés. Quand je suis rentrée dans cette profession, j'étais très jeune. J'avais 18 ans, quand j'ai commencé à travailler dans l'assurance. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est que dans l'assurance, il y a plusieurs métiers. Et qu'en arrivant en tant que juriste, il y avait tout à apprendre. Et ça a été une bonne école parce que j'ai appris. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre auprès de gens importants qui m'ont appris le métier. Et je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait avoir diverses voies dans l'assurance. J'ai commencé à être salariée pendant plusieurs années, mais en faisant plusieurs choses. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'il faut oser. Il faut oser changer.
il ne faut pas rester dans sa zone de confort, sinon on ne progresse pas et on ne trace pas son chemin. Donc j'ai fait du technique, j'ai fait du commercial, j'ai été dirigeante de compagnie pour le compte de grandes filiales. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire encore de plus ou de mieux pour ce métier? Et c'est là où j'ai fait le grand saut, où j'ai décidé de créer une compagnie d'assurance. Waouh! Que j'ai créée au Bénin, parce que le Bénin, c'est mon pays d'origine, et j'avais des attaches aussi familiales. Donc, je suis venue au Bénin créer cette compagnie d'assurance. Et aujourd'hui, je me dis, il fallait oser. Et quand je rencontre certaines personnes qui m'ont vu arriver, à qui j'avais parlé de ce projet et qui me voient aujourd'hui, ils me disent, c'est pas possible. Quand on t'a vu arriver, on se disait, quel risque elle prend? Est-ce qu'elle va réussir? Et donc, effectivement, c'était un gros risque parce qu'il fallait créer tout. Il fallait créer déjà même la société, il fallait créer l'équipe avec qui travailler. Et là aussi, ça a été une bonne leçon parce que j'ai commencé avec des jeunes qui n'avaient jamais travaillé dans l'assurance. La plupart sortaient de l'école. Et ce sont avec ces jeunes-là que nous avons grandi pendant 12 ans pour faire évoluer cette société qui, aujourd'hui, est fusionnée avec une autre plus grande société, mais qui était déjà, disons, dans le top 3 des sociétés d'assurance vie au Bénin au bout de 12 ans. Bravo. Donc, merci. Waouh, merci. Bravo pour cette belle, ce beau partage, ce beau parcours. Mais j'ai une question pour toi. Pionnière, oui, mais tu m'as parlé du chemin un petit peu. Quels ont été les challenges sur le chemin en tant que femme déjà? Parce que tu viens de me dire que les gens, quand ils t'ont vu arriver et qu'ils te voient aujourd'hui, ils te disent, quand on t'a vu arriver, on se disait que tu ne vas pas y arriver, que tu ne vas pas t'en sortir. Et l'histoire leur a donné tort, quelque part, parce que tu as réussi à faire ce chemin, à construire quelque chose qui a pu être fusionné avec une autre grande société. Et aujourd'hui, je crois que tu es au conseil d'administration, n'est-ce pas? Je suis tu es présidente du conseil d'administration, oui. Donc tu as fait une très très belle carrière, un beau parcours, dont nous sommes fiers. Permets-nous d'être fiers de ça. Merci. Et je voudrais savoir quels ont été les challenges sur le chemin. Disons que les challenges ont commencé très tôt. Comme je te dis, j'étais très jeune quand j'ai commencé à travailler, et en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire et à un moment donné, on m'a demandé d'aller diriger une agence à l'intérieur du pays, à Bouaké. Donc déjà, je sortais de ma zone de confort, je partais d'Abidjan, j'allais diriger une équipe à Bouaké. Et quand je suis arrivée à Bouaké, j'ai vu des gens d'un certain âge qui pouvaient être mes pères. Il fallait quelque part m'imposer et leur montrer que malgré ma jeunesse, malgré le fait que je n'étais pas ivoirienne, je pouvais leur apporter quelque chose. Donc, ça a été un premier challenge déjà, de pouvoir, j'avais, je crois, 24 ans ou quelque chose comme ça, de pouvoir gérer cette agence avec une équipe qui était là depuis longtemps, qui avait même été dirigée par un expatrié européen, et pouvoir donc m'imposer et réussir. Mais je crois que la clé de ce challenge, c'était de montrer également du respect. Parce que ce n'est pas parce qu'on est le patron que forcément on connaît tout. Donc, le fait d'avoir pu les écouter, d'avoir travaillé pour bien connaître l'environnement, m'a permis de relever ce challenge. Ensuite, les challenges se sont multipliés parce que, je ne sais pas si c'était mon karma, mais à chaque fois qu'on voulait créer une direction ou un poste ou un service, on pensait à Evelyne. On pensait à Evelyne. Et donc, Evelyne acceptait parce que Evelyne se disait pourquoi pas. Et effectivement, ces challenges m'ont permis de me construire et de construire une carrière. Et je crois que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'oser prendre des responsabilités. Wow. Et c'est en osant prendre ces responsabilités-là qu'on se construit et qu'on devient, comme je dis, on construit également la confiance en soi. Parce que si j'ai pu me lever un jour en disant « je vais créer une compagnie d'assurance », c'est parce que, justement, j'avais cette confiance en moi du fait de mon parcours et du fait d'avoir appris.
et d'avoir vraiment appris sur beaucoup de domaines. Et c'est le conseil que je donnerais, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que des fois, j'y allais la peur au ventre. Hein. Bien sûr, j'imagine, oui, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Alors, je note 2 challenges essentiels dont tu nous as parlé. Tu nous as dit la première agence que tu as dirigée, tu t'es retrouvé face à Boaké, tu t'es retrouvé face à des personnes beaucoup plus âgées que toi, qui avaient été dirigées par un expatrié. Donc, on sait déjà le rapport, une jeune africaine qui vient à 24 ans diriger des personnes plus âgées. On sait déjà en Afrique comment ça peut être perçu. Tout à fait. Et pour relever ça, tu as dit des choses très intéressantes. Tu as parlé d'écoute, de respect et de savoir que tu n'avais pas la science infuse. Donc, tu t'es appuyé sur ces personnes-là pour pouvoir grandir. Et en leur donnant le respect, elles t'ont accompagné quelque part. Tout à fait. C'est bien ça qui s'est passé. Tout à fait. Et la deuxième chose, tu as parlé de la capacité et la possibilité. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle position, à chaque fois, on te choisissait. Et toi, tu avais le courage de sortir de ta zone de confort régulièrement. Parce que les nouveaux postes, c'est des nouveaux challenges, c'est de nouveaux apprentissages. Tout à fait. Et en même temps, ces nouveaux apprentissages t'ont permis de construire, d'abord développer tes compétences diverses et de construire ta carrière et de te dire, avec tout ça, j'ai pu oser prendre des responsabilités et oser créer ta propre compagnie d'assurance, ce qui n'est pas quelque chose de si simple que ça. Non, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a énormément d'apprentissage et de pépites dans ce que tu dis. Il faut oser, il ne faut pas se limiter. Il faut sortir de sa zone de confort. Et les différentes étapes sont des leçons, en fait. Tout à fait. Et des leçons qui t'ont fait grandir, aussi bien en tant que personne qu'en tant aussi que professionnel. Et j'aimerais te poser une question par rapport à ça. Quelle était la perception que les gens avaient de toi en tant que femme, jeune femme, et tout simplement femme africaine, dans un milieu où on sait, à l'époque, moi je me rappelle même quand moi je commençais à travailler, c'était surtout des expats qui étaient toujours dirigeants de tout. Tout à fait. C'était pas des hommes. Après, on a eu les hommes africains, et les femmes, c'est maintenant à la limite. Donc toi, tu étais avant-gardiste, parce qu'à cette époque-là, les femmes n'étaient pas vraiment sur le devant de la scène. Tout à fait. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Mais écoute, au moment où je travaillais beaucoup, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est vrai qu'on était en arrière-plan. Mais ce qu'on savait, c'était c'était nous qui faisions le travail, même si c'était eux qui étaient en avant. Et moi, je l'ai pris en fait comme de l'apprentissage, en me disant, de toute manière, ça me permet de me construire, ça me permet de pouvoir apprendre le métier. Et je pense aussi que dans ce milieu, effectivement, qui est encore très masculin, le plus important, c'est d'exceller dans ce qu'on fait. Parce que quand on excelle dans ce qu'on fait, on a le respect. Et ce respect-là, pour moi, est essentiel. Et effectivement, avec ce respect, on ne dit pas qu'on nous ouvre toutes les portes. Bien au contraire. Des fois, même le fait d'exceller dans ce qu'on fait peut déranger. Absolument. Parce qu'on vous trouve trop rigoureux, on vous trouve peut-être même... certains diront elle est trop dure. Trop compliquée. Dure, même au niveau du travail, mais au moins il y a ce respect. Et la leçon fondamentale que j'ai tirée de là, c'est d'être excellent dans ce qu'on fait. Et si on est excellent dans ce qu'on fait, on ne peut pas, quelque part, vous dire que vous ne l'êtes pas. Et donc ce respect-là permet de s'imposer dans un milieu masculin où ce n'est pas forcément tous des personnes excellentes. On est bien d'accord. Absolument d'accord avec toi. Ça me parle tellement. Tu as parlé d'excellence. Être excellé dans ce qu'on fait, et cette excellence te donne le respect. Donc, tu t'es imposé par ton professionnalisme, tu délivres par les compétences. Et même les gens qui te voyaient d'un drôle d'œil se sont dit, on est obligé de compter avec elle. Mais en même temps, tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu as dit, le fait d'être excellent aussi t'a valu des inimitiés ou des personnes qui te trouvent dur parce que, bon, vous êtes dans un secteur très réglementé. L'assurance, c'est la rigueur. On ne peut pas être léger en assurance. Donc, cette rigueur qui est aussi un des préalables dans ton métier, un prérequis essentiel, mais qui est aussi, quelque part, lié aussi à ta façon de travailler. Comment est-ce que tu as été perçu au-delà du fait qu'on te dise que tu es dur? Comment est-ce que ça a été accueilli? Parce qu'on associe difficilement la femme avec le fait d'être dure. Dès qu'on dit qu'une femme est dure, une femme est professionnelle, tout de suite, elle est dure, elle est compliquée. La même chose pour un homme. Ah, c'est un bosseur, il est professionnel, il est bien. Comment est-ce que tu
tu l'as vécu? Ben, je l'ai vécu à la fois comme une qualité, mais également comme une injustice. Pourquoi? Parce que le fait d'être rigoureux, comme tu dis, dans notre métier, c'est un prérequis. Mais je pense que dans nos environnements, des fois, on pense qu'il faut laisser couler les choses pour pouvoir avoir une certaine notoriété. Et c'est vrai que là, dans certains cas, je me suis retrouvée avec des collaborateurs même, hein, qui me disaient, qui pensaient que cette rigueur-là, c'était de la brimade. Que tu les aimais pas? Que je les Tu es brimais. contre eux? Alors, mais par contre, là où aujourd'hui, vraiment, je suis contente, c'est que quand je retrouve ces collaborateurs qui sont des gens que j'ai formés et qui aujourd'hui sont à des postes de responsabilité, ils me remercient. Oui, bien sûr. Il y a une semaine, je rencontrais un qui est dirigeant d'une grosse société de réassurance aujourd'hui et qui me présentait à un de ses collaborateurs et qui lui disait « Ça a été ma patronne, ça a été dur, hein, mais moi je suis encore plus dur que toi aujourd'hui. » J'adore. Donc non, ce qui est important, c'est que vraiment ça m'a permis de former une génération d'assureurs, de réassureurs aujourd'hui qui sont vraiment des gens importants dans la profession. Et je me dis, ça valait le coup d'être décrié. C'est pas grave. C'est pas grave. Eux, ils le reconnaissent. D'autres le reconnaissent. C'est le plus important. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur, on trouve ça injuste. Parce qu'on se dit, non, ils me connaissent pas. Et ce n'est juste que du travail. Hein. Ce n'est pas en dehors du travail. Tu es une autre personne. Tu es toi. Mais le travail avait des exigences. Et si tu n'avais pas eu cette ligne de conduite, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas là et je n'aurais pas pu accompagner le développement des sociétés, de ma société, de celle aujourd'hui que je préside, et le développement surtout de ces jeunes talents qui aujourd'hui ont pu trouver leur voie dans la profession. Et moi, c'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui de dire qu'on ne peut pas réussir seul. Il faut qu'on trace le chemin et qu'on tire ce qu'on peut tirer pour qu'eux aussi, ils puissent évoluer dans la vie. Et moi, c'est ma plus belle victoire. Oui, ça c'est le... Tu as gagné parce que tu as réussi à... Moi, je dirais qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Tu as dit que tu as réussi à tirer l'entreprise, développer l'entreprise que tu as créée, l'entreprise à laquelle tu sièges aujourd'hui, développer des talents. Mais moi, j'irais un peu plus loin. Je dirais même que tu as quand même dans l'ombre, parce qu'on ne te voit pas, et on a besoin de connaître des profils comme toi, tu as quand même tiré même le secteur dans la sous-région, parce que l'assurance jusqu'à aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont très peu connus, et qui, je me dis, que chaque fois que je discute avec des clients qui sont dans l'assurance, que je forme, pas mal pour des sociétés d'assurance, et je leur dis, mais c'est incroyable, le marché est ouvert, et il y a encore plein de parts de marché à prendre. C'est toute une éducation, donc tu as quand même contribué à implanter, arriver quelque chose et essayer de transformer aussi les mindsets. Parce que l'assurance vie, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas, nous, les Africains. Déjà, quand tu dis assurance vie, on se dit, moi, je t'ai dit que je vais mourir. Tout à fait, l'image. Non, mais c'est vrai. En fait, une des causes, que je porte depuis plusieurs années dans cette carrière-là, c'est également de développer l'assurance africaine. Pourquoi? Parce que je trouve que nos pays, nos populations sont en permanence dans l'insécurité. Et que ce que l'assurance peut leur apporter, c'est un filet de sécurité et qu'on a la responsabilité d'aller le plus loin possible dans ce domaine. Et effectivement, ça a été également un combat que j'ai voulu mener plus haut en étant membre de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, en me disant, il faut vraiment œuvrer pour que l'assurance se développe. Parce que j'ai touché du doigt ce que ça peut apporter. Quand j'ai créé ma société vie au Bénin, on avait des clients qui avaient souscrit une assurance vie. En cas de décès, on doit payer un capital à la famille. Et le risque survient. Les personnes, quand je vois arriver une veuve à qui je peux donner un chèque de plusieurs millions parce que, entre-temps,
son époux a pris la peine de s'assurer et que je sais que ça va permettre à la famille de continuer à vivre pendant un certain temps, aux enfants de pouvoir aller à l'école, tu ne peux pas savoir ce que ça donne comme pas satisfaction même, ce que ça donne comme on se dit on a œuvré pour quelque chose. Tu as impacté. Voilà. Et je me dis que plus on va faire ça, plus on va développer des couvertures d'assurance pour aller toucher les plus petits, plus on aura joué notre rôle d'assureur. Et ça, c'est un combat que je veux mener encore plus loin. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand tu dis que tu veux mener plus loin, est-ce que tu peux développer? Parce que je sais que tu étais au siège, tu étais au bord déjà de la FANAF, non? Oui, je suis dans le bureau exécutif de la FANAF aujourd'hui, donc, qui est la fédération qui regroupe à peu près les compagnies d'assurance d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, un peu d'Afrique du Nord. Je suis membre aujourd'hui et on fait déjà beaucoup de choses, hein, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et je me dis, il ne faut pas seulement se dire qu'on a des idées. Des fois, on ne peut faire grandir une cause qu'en s'engageant pleinement. Et c'est mon objectif. C'est mon objectif. Mais je voulais dire, au niveau des assurances africaines, est-ce qu'il y a dans votre organisation ou même en général, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui dirigent des compagnies d'assurance? Il commence à y en avoir, mais je vais juste te donner un chiffre. Sur les 200 sociétés qui regroupent cette fédération, on a une trentaine de femmes qui sont dirigeantes, qui sont DG de sociétés. Ça fait même pas 30, ça fait 15%. Ça fait à peu près 15% et c'est à peu près le nombre. Alors, quand tu commences par le bas, tu as 50% de femmes, 50% d'hommes sur le bas. Tu commences à monter, chef de service, tu arrives à peu près à 25%. Tu montes un peu plus loin, là, ça commence à descendre, on est à 10%, 15% dans le meilleur des cas. Et quand on monte maintenant dans les boards, où quand même se décide l'avenir des sociétés, on n'en voit plus beaucoup. Wow. Donc, c'est de dire que ça s'améliore, c'est vrai, ça s'améliore vers le bas. Ça s'améliore aussi au niveau des fonctions opérationnelles, parce qu'on a des femmes brillantes. On a aujourd'hui des femmes scientifiques qui travaillent dans nos sociétés en tant qu'actuaires. On va te dire aussi que les femmes excellent dans le commercial, mais le problème n'est pas de nous cantonner dans ces postes-là. C'est de dire qu'aujourd'hui, on peut apporter à des niveaux de direction. Et là, on sait aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, les études démontrent que quand une femme dirige une entreprise, n'importe laquelle, la rentabilité est meilleure. Les recherches, les études sont claires là-dessus. J'ai vu des études de McKinsey là-dessus. J'ai vu des études de la Banque mondiale. De la Banque mondiale, très documentées, oui. Justifiées, donc c'est une réalité. Et c'est une cause que je défends aussi, pas parce que je parle de promotion de la femme, je parle surtout d'équité et je parle également de développement de l'assurance dans nos pays. Parce que de même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les instances de décision, de même les femmes qui font l'économie aujourd'hui, même l'informel, ne sont pas suffisamment adressées. Je suis d'accord. Dans les produits, dans la façon d'aller les voir, dans la façon de les accompagner. Alors que ce sont elles aujourd'hui qui s'occupent de la sécurité de leur famille. Ce sont elles qui aujourd'hui s'occupent du bien-être de la famille. Donc, ça devrait être nos premiers clients. Oui, mais je trouve que, excuse-moi, hein, je trouve que les assureurs sont perchés. C'est-à-dire vous êtes loin des gens. Et ça, c'est mon opinion. Hein, et que personne ne comprend ce que vous vendez, excuse-moi. Mais moi-même, à mon niveau, qui suis censé avoir Bac plus XXX, qui suis ingénieur en informatique, qui ai fait des études de finance, qui ai dirigé des entreprises dans des multinationales, etc., un contrat d'assurance, je ne comprends pas. Et je dis toujours ça aux assureurs, je dis, il faut peut-être être plus abordable, être plus compréhensif et sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent. Moi, j'ai déjà approché des compagnies d'assurance parce que j'ai un incubateur, on a accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Et à chaque fois, je leur dis, est-ce que vous pouvez venir proposer des produits à nos entrepreneurs, etc. Bon, déjà,
c'est pas facile qu'ils te répondent ou déjà des fois ils te répondent même pas au téléphone. Alors qu'on a des marchés qui sont là, on a des entrepreneurs qu'on accompagne et je pense que nos entrepreneurs ont besoin. On a des corporations, par exemple on a l'association des coachs ici par-ci par-là. Je pense que ces corporations aussi, au lieu de tout le temps faire des événements, ce qu'on devrait faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut sécuriser les membres en les aidant à souscrire des assurances. Moi je pense qu'il faut une démocratisation de la notion d'assurance, assurance vie pour que les gens puissent comprendre. Oui, effectivement, Nabou, tu as raison. Il y a une chose qui est claire, l'Afrique est le continent le moins bien assuré du monde. Ça, c'est clair. Et les assureurs africains, on en a conscience. On en a conscience et on se dit qu'il faut transformer notre secteur. Le transformer comment? Déjà, le transformer en le rendant, comme tu dis, plus accessible. Plus sexy. Et plus accessible, c'est déjà avoir les bonnes solutions d'assurance et la bonne façon de les vendre ou de les distribuer. Et aujourd'hui, tout le monde a un téléphone en main, on commande tous en ligne. Donc, c'est que nous aussi, assureurs, on soit aujourd'hui digitalisés au maximum pour pouvoir toucher même les gens au plus profond des pays. Mais surtout, qu'on connaisse bien les besoins et les attentes. Et ça, c'est un travail sur lequel les assureurs sont, mais il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite parce que les besoins et les attentes des populations sont diverses. Entre un entrepreneur, entre une femme au foyer, entre un artisan, ce ne sont pas les mêmes besoins en matière de couverture et ce ne sont même pas les mêmes façons de fonctionner. Donc, tu as raison, Nabou, tu as raison, mais on en a conscience parce que le fait d'être limité en développement joue également sur la rentabilité de nos sociétés. Donc, c'est des challenges sur lesquels on va aller et qu'on doit aller plus vite. Et je pense que tout dirigeant de compagnie d'assurance aujourd'hui a un souci, comment faire croître mon business. Et pour faire croître les sociétés d'assurance, il faut développer l'assurance et aller vers les 80, je dirais 90, voire 95% de gens qui ne sont pas assurés aujourd'hui. C'est ça le challenge. Alors, quand tu dis les 90 et 95%, le challenge, moi je pense que, j'ai dit, vous êtes perché, je pense qu'il faut quand même, vous ne pouvez pas réfléchir tout seul. Il faut des focus group, il faut inviter les gens à la table pour comprendre quels sont leurs challenges, comme les banquiers le font de plus en plus. Nous avons eu à travailler avec pas mal de banques qui nous disent, oui, parlez-nous de vos femmes entrepreneurs, quels sont leurs challenges, même si les banquiers sont toujours loin du compte, mais ils essayent. Mais on voit rarement les assureurs venir vers les gens du peuple que nous sommes. Excuse-moi. Tu n'es pas du peuple. Vers la peuplèbe. Non, je rigole. Non, je veux dire les entrepreneurs, parce que nous encadrons des gens qui sont des entrepreneurs. On a des mamans qui sont des femmes de la base aussi, qu'on accompagne, etc. Et leur dire, OK, de quoi vous avez besoin? Parce que je sais qu'une fois, on a fait un concours à mon bureau et on avait 30 femmes. On devait donner 100 000 à chacune des femmes. 100 000 pouvaient changer leur vie. Et on a interviewé, on a fait 2 rounds d'interviews, on avait à peu près 100 ou 200 femmes qu'on a interviewées. Et on s'est rendu compte que la plupart de ces femmes, elles mangeaient leur capital quand il y avait une maladie, quand le conjoint décédait, quand il y avait un problème dans la famille, et que leurs 100 000, d'abord, elles n'avaient pas une visibilité, elles ne savaient pas comment calculer leurs coûts. Elles mangeaient le capital et elles se retrouvaient toujours sans rien. C'est pour ça qu'elles avaient besoin de ces 100 000. Les chocs de la vie, quoi. Exactement, les chocs de la vie, mais qu'elles n'étaient pas préparées parce que toute leur vie tenait dans leurs marchandises, dans ce qu'elles avaient. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour accompagner ce genre? Alors, moi, je vais te parler d'une initiative qu'on a lancée au niveau de la FANAF. Au niveau du bureau exécutif de la FANAF, nous sommes 2 dames. Sur combien de personnes? Sur 7. Encore et ça s'est amélioré. Ah bon, pourquoi? Ça s'est amélioré parce qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Il y avait 0 dames? Il y a eu une, il y a eu une, et puis nous, on est la première année où il y en a 2. Bravo. Bon, très bien. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus bientôt. Et donc, quand on est arrivé, on a dit, OK, nous, on veut s'occuper des femmes. C'est vrai, il y a la régulation, il y a la formation, dont je m'occupe d'ailleurs aujourd'hui, mais on ne veut pas faire que ça.
on veut s'occuper des femmes. Et s'occuper des femmes, c'est déjà les femmes professionnelles, parce qu'on sait aujourd'hui quel est le parcours difficile que peut avoir une femme professionnelle dans l'assurance, en tout cas pour arriver à des instances de décision. Et puis, on veut surtout aussi s'occuper des femmes clientes, en tant que clientes des compagnies d'assurance. Et c'est là où nous sommes allés avec des partenaires, Banque mondiale et autres, pour justement mettre en place ce projet qui va nous permettre de donner aux compagnies des éléments d'études qui vont permettre justement de comprendre comment fonctionnent les femmes dans nos secteurs, les femmes sur professionnelles? Non, même pas professionnelles. Les clientes, celles qui ne sont pas clientes aujourd'hui, okay. Les femmes de l'informel, les femmes entrepreneurs, les femmes... Les nous là, quoi. Nous tous. Nous là. Les nous tous. Les nous tous. Et comprendre en fait comment pouvoir les aborder avec des solutions d'assurance, des modes de distribution qui sont conformes à la façon dont elles fonctionnent. Donc ça, c'est un projet, moi, qui me tient à cœur, sur lequel vraiment, je pense, qui va vraiment permettre aux assureurs d'avoir des éléments pour pouvoir aller vers cette clientèle. Parce que, de toute manière, ce sont des relais de croissance. Si on va vers cette clientèle, ça veut dire que forcément, cette clientèle, comme tu dis, sait qu'au moindre choc de la vie, elle se trouve démunie. Nous, ce qu'on doit leur apporter, c'est des produits adaptés, avec des coûts adaptés et des modes de distribution adaptés. Très bien. Okay, ouais. Super. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, je travaille tellement avec des entrepreneurs, je vois tellement de challenges que les gens vivent et je pense que l'assurance peut régler pas mal de choses ou les aider à avoir une visibilité, se dire, OK, j'ai cotisé pendant 5 ans, je sais que le jour où j'ai un problème, je peux récupérer mes 100 000, mes 200 000 ou mes 300 000 ou mes 500 000. Mais il y a cette méconnaissance. Donc, je pense qu'il y a aussi une courroie de connexion et de communication. Sur la culture d'assurance, la culture, exactement. On a beaucoup à faire. Et c'est ma bataille. Oui, non, mais je pense que c'est un très beau combat. Alors, ton combat, il est aussi... J'étais à Abidjan il y a quelques mois, et puis j'ai rencontré des jeunes dames qui m'ont dit qu'elles avaient fait un séminaire avec toi. Oui. Et c'était vraiment fortuit, c'est marrant, le monde est petit. J'étais à il y avait une dame du Cameroun, de plusieurs pays. Oui, elles étaient assez... Tu es vraiment... Tu les as inspirées. Et je disais avec elles, parce que c'est comme si elles se disent « I can be ». Je peux être Evelyne demain. C'est un peu ce qu'elles se disent, en fait. Hein. Et c'est important, parce que quand il n'y a pas de représentation, quand il n'y a pas de modèle, il n'y a pas forcément d'espoir. Toi, tu n'as pas eu de modèle. Qu'est-ce qui t'a inspiré, au-delà d'oser prendre des responsabilités? Écoute, je pense que le modèle vient également de l'éducation qu'on reçoit. Donc, l'éducation qu'on reçoit vous donne des valeurs. J'ai déjà eu la chance d'être née dans une famille où on était 5 filles et un garçon. 5 filles et un garçon, mais avec la même éducation que pour le garçon, parce qu'on aurait pu dire, le garçon, on va tout lui donner, les filles, on donnera ce qui reste. On a eu la même éducation. J'ai toujours vu ma mère se prendre en charge, se battre, travailler, faire même un petit commerce à côté pour nous envoyer de l'argent pour les études. Donc, pour moi, être une femme, ça ne voulait pas dire attendre tout de l'autre. D'accord. Ça voulait déjà dire se construire. Maintenant, dans la profession, c'est vrai qu'on n'a pas eu de modèle. C'est vrai qu'on avait des grandes sœurs qui étaient déjà là. Je pense notamment à Angélique Yarasuba, qui était déjà vraiment bien connue dans le milieu de l'assurance en Côte d'Ivoire. Et donc, on n'a pas eu des modèles au point de dire, aujourd'hui, comme je vois les jeunes dames, et elles ont raison d'ailleurs, de se faire coacher par des gens comme vous. On n'a pas eu ça. Mais je pense que c'est l'éducation et les valeurs qui nous ont permis de tracer les chemins. Moi, je sais par exemple que ma mère me disait toujours, Evelyne, ton premier mari, c'est ton travail. Maman, coucou, ma mère me dit ça tout le temps. Elle m'a dit ça pendant longtemps, donc ça me parle. Ton premier mari, c'est ton travail, à tel point que je me suis tellement mis dans le travail qu'à un moment donné, quand même, ça l'a inquiété en me demandant « et le mari ?» Merci, je sais de quoi tu parles.
Donc, ces modèles-là, on ne les a pas eus. Enfin, ces modèles, on les a eus à travers notre éducation, à travers les valeurs. Maintenant, les femmes, les jeunes femmes aujourd'hui qui sont dans la profession, je pense que déjà, elles ont un avantage, elles sont décomplexées. Ça, moi, c'est ce que je remarque. Hein. Oui. Et je le vois même avec ma fille, parce qu'elles sont allées à l'école avec des jeunes gens et elles ont vu qu'elles étaient même meilleures. Qu'elles étaient meilleures. Donc, elles n'ont plus ce complexe par rapport à l'homme. Maintenant, le seul souci, c'est qu'elles aient envie, des fois, de se dire que pour y arriver, il y a quand même des fois des petits sacrifices. Parce que ce que je remarque, c'est que nos filles, nos jeunes sœurs veulent tout avoir en même temps. La belle vie, les enfants, le bon travail. Mais je pense que tout vient au fur et à mesure. En début de carrière, je pense qu'il y a aujourd'hui à faire un focus pour apprendre et exceller. Ensuite, c'est de vouloir avancer. Et vouloir avancer aussi, c'est continuer à se former. Moi, j'ai eu des groupes de travail où on a essayé de comprendre pourquoi on avait justement des jeunes dames qui arrivaient à la base et qui n'émergeaient pas. Et elles-mêmes, elles ont reconnu que quand elles arrivent dans la société le même jour qu'un homme, avec le même profil, la différence, c'est que l'homme, lui, continue à se former. Il continue à aller soit à des cours du soir, soit à faire des formations, et qu'elles, malheureusement, avec la grossesse, avec les enfants, ne sont plus dans ce processus-là. Donc, très vite, elles se retrouvent en arrière. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire, il faut être capable de pouvoir faire tout ça à la fois. Et puis aussi, dire aux entreprises, vous avez des jeunes femmes qui ont du talent, elles sont là aussi, elles ont aussi des responsabilités familiales. Organisons la façon de travailler dans les entreprises pour tenir compte de ça. Le travail à distance, un certain nombre de choses peuvent permettre, même aménager dans certaines grandes entreprises, des crèches qui peuvent permettre aux dames de pouvoir déposer leurs enfants et monter travailler. Donc, il y a cet ensemble-là, à mon avis, qui va permettre de pouvoir voir émerger des femmes à des postes de décision de façon plus facile et plus impactante que nous. Maintenant, quand tu dis « je veux être comme Evelyne Fassino », je dis non. Il faut qu'elle soit mieux que nous. Il faut qu'elle soit mieux que nous parce que nous, on y est arrivé avec ce qu'on avait. Elles ont beaucoup plus aujourd'hui et elles peuvent apporter beaucoup plus. Et moi, c'est également ce que je dis à ma fille. Je dis, tu vois, moi, je suis arrivée là, toi, tu dois être là-bas. Voilà. Merci. Alors, je note plusieurs choses dans ce que tu dis. Tu as dit, être femme, c'est d'abord se construire. Ça m'a touchée. Parce que la femme a l'habitude de construire l'autre. Elle construit ses frères, elle construit sa famille. Pas sa famille, forcément, son mari, mais sa famille, ses parents. Sa famille, oui, bien sûr. La famille ensuite, même elle élargie. construit un autre homme. Et elle se retrouve après, je vois beaucoup de femmes dans ce cas-là. Mais c'est important qu'une femme pense à se construire d'abord. Oui, parce que tu sais, il y a une expression qui m'a toujours hérissée. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais j'entends jamais derrière une grande femme, il y a un homme. Non. Donc, c'est vrai qu'il faut penser à soi, dans tout, dans construire sa carrière, dans se faire plaisir, dans son bien-être personnel. Et je pense que pour ça, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, même financiers, de pouvoir se prendre en charge. D'où l'intérêt, effectivement, quel que soit ce qu'on fait, hein, même si on a un petit commerce, de se dire, les revenus de ce commerce vont servir à construire ma famille, certes, mais moi également, je dois pouvoir mettre quelque chose de côté, me faire plaisir, parce que c'est le fruit de mon travail. I like that. Voilà. Super. Donc, alors, je note encore dans ce que tu as dit tout à l'heure, quand les jeunes femmes arrivent en entreprise, elles n'arrivent pas à évoluer de la même façon que les hommes parce que elles veulent tout. Bon, tu dis que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas aller progressivement, donc il y a quand même un process qui est important. On ne peut pas, du jour au lendemain, dépasser Evelyne Fassino, devenir plus. Il y a quand même un processus, il y a du travail, il y a des exigences. Mais surtout, ce que je note, c'est l'importance de la formation. La formation pour évoluer au sein de l'entreprise et pouvoir
se retrouver à des postes de responsabilité et faire grandir sa carrière, tout à simplement. La deuxième chose que je note dans ce que tu dis, et ça, je pense que c'est un plaidoyer que nous portons tout ensemble, c'est que l'entreprise aujourd'hui doit tenir compte de la spécificité de la femme et s'organiser en conséquence. On ne peut plus dire non, c'est 8 heures, machin. Non, les femmes ont des réalités et nous sommes des humains à part entière. On représente la moitié de l'humanité, donc on doit tenir compte de nos besoins et de nos réalités. Quand on devient mère, les crèches en entreprise, je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je n'ai pas beaucoup vu, mais je sais que quand je travaillais en France, dans une entreprise à La Défense, il y avait une crèche en entreprise. Une grosse multinationale, je me rappelle. Il y avait salle de sport, mais il y avait une crèche pour les mamans. Oui, et même j'ai eu un exemple qu'une dame du Sénégal m'a donné. Elle m'a dit que justement, quand elle a été jeune mère et qu'elle a eu ce problème-là, au moment où elle a pu diriger une entreprise, la première chose qu'elle a faite, c'est d'ouvrir une crèche, pas dans l'entreprise, même d'investir. D'investir dans une crèche pour d'abord ses collaboratrices, mais après, ça est devenu une crèche communautaire. Bien sûr. Donc, je pense aussi que, OK, on attend beaucoup de l'entreprise, mais il faut aussi qu'entre nous, femmes, nous sachions que ce combat-là, il faut que nous soyons les premières à le porter. Je veux dire, seul, individuellement, ça va être compliqué. Mais si nous prenons conscience qu'ensemble, on peut trouver des solutions qui vont nous permettre à nos enfants ou à nos sœurs d'avancer, il faut qu'on le mette en œuvre. Et je vois, et ça aussi je le vois avec beaucoup de plaisir, je vois de plus en plus de clubs de femmes, d'associations de femmes, de clubs d'investissement. Et ça aussi, ça va changer la donne. Il ne s'agit pas d'attendre tout, de dire des autres. Non. Il s'agit de se dire qu'il faut qu'on soit solidaire dans ce secteur. Et justement, pour ce qui concerne même la profession, moi, le conseil que je donne souvent à des femmes qui sont à des postes de responsabilité, je dis, vous avez pu y arriver par plusieurs chemins, mais donnez-vous un objectif, tirez une femme. Tirez une femme. Important. Même si vous en tirez qu'une seule, ce sera déjà énorme. Fait. Et je pense que là aussi, ça va pouvoir faire avancer les choses. Et en faisant avancer les choses, je le répète, ce n'est pas parce qu'on veut dépasser les hommes. C'est parce qu'on veut apporter notre contribution au développement de nos pays, de nos économies et de nos sociétés. C'est très important de le dire parce que les gens disent « Ah, mais les femmes, qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, j'adore ce que tu as dit. Même si ce n'est qu'une femme, il faut tirer une femme. Ça, c'est important, surtout dans tous les secteurs d'activité. Je pense que ça parle à toutes les femmes. Tout à fait. Et la deuxième chose, on ne veut pas se développer pour aller contre les hommes, mais surtout pour contribuer de façon productive et vraiment apporter notre valeur ajoutée au sein du développement économique, de la croissance de nos pays. Bien sûr. Alors moi, je vais revenir sur un point qui est important. On a parlé de la FANAF. Moi, j'ai eu l'information, j'ai ouï dire que tu te présentais pour être présidente de la FANAF. Oui, tu as ouï dire. J'ai ouï dire. Alors, j'ai ouï dire, non, je sais que c'est un fait. Oui, non, c'est un fait. D'où vient cette volonté de vouloir... parce que tu m'as parlé de ton ambition de transformer l'assurance, de développer les assurances en Afrique. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans ce en fait, je ne dirais pas bataille, c'est pas une bataille, mais dans ce challenge, voilà. Dans ce challenge, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'hommes à ce niveau-là. Il n'y a jamais eu de femmes, tu veux dire? Il n'y a jamais eu de femmes, pardon, oui. Excuse-moi. Tu vois, tu es traumatisée tellement il y a eu des hommes. Il y a eu des hommes, il n'y a jamais eu de femmes. Pour deux raisons. Deux raisons qui, pour moi, sont importantes et qui dépassent ma petite personne. D'abord parce que j'ai fait toute ma carrière dans l'assurance et comme je dis, à chaque fois que j'ai posé des actes et notamment en fondant la compagnie d'assurance, c'était dans le sens de développer et de développer l'assurance, de faire en sorte que l'assurance serve, soit utile. Et je me rends compte que le chemin est long parce que depuis le début de ma carrière, on dit qu'on est à 3% de couverture d'assurance et on est toujours dedans. Vous êtes toujours à 3%? On est à peu près, en moyenne, au niveau de nos pays. Et le potentiel est là, comme tu as dit. Les gens ont besoin d'être assurés. Et donc, moi, cette cause,
Je l'ai porté de différentes façons. Et pour moi, une façon d'amplifier cette cause-là et d'amplifier justement et d'accélérer un peu le mouvement, c'est d'arriver, de faire valoir ma vision au niveau du poste de président. Ce n'est pas vraiment pour dire je suis présidente, parce que ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est d'utiliser ce pouvoir-là pour pouvoir faire avancer cette cause. La deuxième chose, c'est également de montrer la voie à mes sœurs et mes filles qui sont dans la profession. Il faut oser. J'ai osé à plusieurs moments de ma vie. Pourquoi ne pas oser à celui-là? Waouh. Voilà. Bravo, félicitations. Déjà, c'est bien d'oser. Je pense que oser, c'est ce qui peut manquer aux femmes souvent. Tu ne penses pas? Surtout à nous, femmes africaines, compte tenu du contexte dans lequel on nous élève, enfin même toutes les femmes, parce que même en Occident aussi, il y a les premières, il y a les pionnières partout. Et est-ce que tu réalises quand même que c'est un symbole qui est très puissant, qui est très fort? Moi, je discutais avec une dame qui est dans les assurances que tu connais. Elle me dit, waouh, il faut pas qu'Evelyne lâche, parce qu'elle ne se rend pas compte du message qu'elle envoie et elle ouvre la voie. Pour nous, c'est important. Pourtant, c'est une femme qui a un niveau très élevé, mais pour elle, tu es tout un symbole, là, tu vois. Donc, imagine elle à son niveau, mais les autres, ce que ça représente. Ben écoute, tu me le dis, et ça me donne encore plus de oui, responsabilité. Moi, je fais, oui, c'est important. Et je pense, enfin, ce que moi je me dis, c'est, je le fais parce que justement, on a besoin de symboles. Absolument, on en a besoin. Surtout qu'on est dans un monde où on a beaucoup de contre-exemples. Ça, il faut se le dire. C'est la réalité. Avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de contre-exemples. Absolument. Et donc, si on peut donner des exemples positifs qui vont permettre de faire avancer la cause, entre guillemets, je vais le porter. C'est pour ça que je vais le porter jusqu'au bout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important que tu sois là, parce que c'est important qu'on te voit, que des professionnels voient ton parcours, voient que, cette dame, elle existe. Tu vois, c'est pas juste un nom comme ça, mais c'est pour inspirer une autre génération, au-delà même de ton challenge. Mais il y a tout ce que tu représentes en termes de chemin, d'expérience, de parcours. Je pense que c'est très important pour eux de pouvoir se dire « Waouh, cette dame, elle l'a fait ». Et peut-être que c'est dans un autre secteur, mais ça va leur donner le courage d'oser. Que ce soit des hommes comme des femmes d'ailleurs. Hein. Je pense que pour des jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes. Même les jeunes. Pour les jeunes, voilà, les jeunes ont besoin. Les jeunes hommes s'inspirent beaucoup des femmes aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, on est aussi les laissés pour compte. Les laissés pour compte, chez nous, c'est quoi? C'est 50% de la population, c'est les femmes, et 70%, c'est les jeunes. Donc, c'est les deux groupes qui sont souvent marginalisés par les hommes plus âgés, plus assis. Et dans ma démarche, moi, c'est de pouvoir dire, OK, dans le storytelling, c'est important de pouvoir montrer des personnes qui ont accompli des choses et qui sont des modèles, peut-être pas forcément connus, mais qui ont besoin d'être connus et d'être visibles. Mais merci de le dire, mais tu sais, effectivement, le problème de la visibilité, c'est de se dire jusqu'où on se montre. Absolument. Surtout quand on a été élevé dans une culture d'humilité, on se dit le plus important, c'est de délivrer. Qu'on me connaisse, qu'on ne me connaisse pas, c'est pas grave. Je délivre. Et c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, pas parce qu'on veut se faire connaître, mais à un moment donné, pour que d'autres apprennent. Et moi, je suis beaucoup dans la transmission. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la transmission. Si ça peut permettre à d'autres d'évoluer, à d'autres de se donner des objectifs même plus ambitieux, je suis partante. Génial. Voilà. D'où merci. D'où le fait que j'ai accepté ton invitation. Merci d'être là. Je suis chanceuse. Hein. D'où le fait que j'ai accepté c'est important. ton invitation. Tu as parlé de transmission, tu as parlé de... Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les codes ont changé. Les codes de communication, c'est vrai, nous avons tous été élevés. Moi, je me rappelle, ma mère me disait, une femme ne doit pas faire d'articles dans la presse. C'était comme ça qu'on a été élevés. Mais les codes ont changé, le monde a changé. Donc aujourd'hui, ce monde, on doit communiquer comme il demande qu'il soit pour que les personnes qui ont besoin de se transformer, de grandir, puissent être inspirées. Je pense que c'est important.
Et moi, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les 3 compétences qui sont essentielles et importantes pour naviguer professionnellement, pour se développer et réussir sa carrière? Alors, je vais partir un peu, moi, de ce qui m'a permis, moi, de me naviguer. C'est déjà la compétence professionnelle elle-même. C'est-à-dire qu'il faut exceller dans ce qu'on fait et se donner tous les moyens d'exceller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, pour moi également, savoir écouter et apprendre dans l'environnement où on est. Et ça, c'est très important. Je te donne mon exemple. Quand je suis sortie de mes études avec beaucoup de diplômes et que je suis arrivée mes premiers postes, je me suis rendu compte que c'est là que j'apprenais mon travail. En écoutant, en apprenant avec même des gens qui avaient pas les diplômes que j'avais. Bien sûr. Et donc, il faut avoir une forte écoute et il faut vraiment apprendre, continuer à apprendre. Et la troisième raison, des fois, on se dit que ce n'est pas dans le monde de l'entreprise, ça ne vaut pas la peine, mais pour moi, c'est l'empathie. L'empathie, c'est très important parce que l'empathie permet de fédérer. Et on ne peut pas être un bon dirigeant aujourd'hui si on ne sait pas fédérer les équipes. Et ce n'est pas juste des chiffres, des objectifs, des évaluations. Il faut être capable d'avoir cette empathie qui vous permet de pouvoir être connecté quasiment à ceux avec qui vous travaillez ou ceux avec qui vous dialoguez. Et pour moi, si on a ça, on peut naviguer dans le monde de l'entreprise et évoluer. Évidemment, on a parlé de sortir de sa zone de confort, mais on ne peut sortir de sa zone de confort que si on a eu cette sécurité en ayant allié tout ça. Wow, je récapitule, j'adore ce que tu as dit. Tu as parlé de la compétence technique, donc l'excellence professionnelle. Parce que bien sûr, pour exercer un métier, quel qu'il soit, il faut avoir la compétence de ce métier. Et la deuxième chose, tu as parlé de l'écoute et de l'apprentissage qui t'ont permis, et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, même des personnes qui n'ont pas les mêmes diplômes que toi. Parce que souvent, les jeunes viennent avec « j'ai les diplômes », non. Et j'entends beaucoup d'humilité dans ce que tu dis. Il faut avoir une certaine humilité pour avoir l'écoute et oser apprendre, même de ceux qui t'ont précédé. Et que l'apprentissage commence quand on commence à travailler. Tout à fait. Nos nombreux diplômes ne sont pas forcément le gage, ils nous apprennent à apprendre, en fait. Oui, tout à fait. Et la troisième chose, l'empathie, pour pouvoir fédérer les équipes. Alors, ça m'amène à te poser une question qui est assez particulière. Quand je travaille beaucoup sur le leadership des femmes, je fais beaucoup de recherches, je travaille beaucoup sur des recherches McKinsey, etc., des recherches scientifiques documentées. Et je sais que dans une étude de McKinsey de 2016, on dit qu'il y a une expression, les expressions féminines du leadership sont différentes des expressions masculines. Et tu parles de l'empathie. Est-ce que tu dirais que l'empathie est le facteur différenciant du leadership que la femme exerce, du leadership en termes de position professionnelle? Je connais des hommes qui ont de l'empathie. Mais je pense que nous, on a une empathie naturelle. Pourquoi? Parce que on est celles qui s'occupons de la famille, on a des enfants. Je pense que cette empathie-là, on la sent aussi dans notre façon de diriger. C'est vrai. Parce qu'on est plus proche des préoccupations de nos équipes et on essaie de les comprendre. Mais ça ne veut pas dire, qui dit empathie ne dit pas non plus laxisme. Voilà, c'est important de préciser. Et ça, c'est très important. Et comme je dis toujours, un leader, c'est quelqu'un de courageux, qui doit prendre des fois des décisions très difficiles, mais qui doit avoir le courage de le prendre, même si on sait qu'il y a des conséquences derrière. Donc, pour moi, nous, c'est vrai, on sait mieux manier l'empathie. Mais il faut l'utiliser de la bonne façon, en n'oubliant pas que même si on a de l'empathie, il faut du résultat. Donc, empathie, oui. Laxisme, non. Courage managérial, important. Et surtout, ne pas oublier les résultats, quelle que soit la posture que l'on a en tant que leader. Tout à fait. Alors, Evelyne, parce qu'à la fin de la journée, c'est sur ça. Oui, c'est la rentabilité, le business.
on est dans des business, donc Oui. le business, c'est le résultat. Alors, Evelyne, tu m'as parlé des valeurs qui t'ont été inculquées lors de ton éducation. J'aimerais que tu partages les 3 valeurs qui sont importantes pour toi aussi. Alors moi, j'ai une valeur centrale, vraiment centrale, c'est l'intégrité. L'intégrité, d'accord. Parce que pour moi, sans intégrité, on va dans tous les sens. L'intégrité permet justement de pouvoir mener sa vie dans un sens qui ne vous échappe pas. Donc, tu as demandé 3 valeurs. Moi, je vais t'en donner une, c'est l'intégrité. Bien sûr. L'autre valeur que je pourrais ajouter, c'est l'humilité. L'humilité, pour moi, est très importante aussi. Je l'ai vécu dans ma famille. J'ai vu mon père qui avait quand même des responsabilités importantes, qui était quelqu'un qui était très... qui n'était pas quelqu'un qui se mettait trop au devant, à tel point que jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent « Ah, ton papa... » Bon, bref. L'humilité, pour moi, permet de montrer également que on peut être sans paraître. Tout à fait. Show up without showing off. On peut être sans paraître. Et l'humilité accompagne également le courage. Parce qu'avec ça, je pense que si on a ces 3 valeurs, l'intégrité, l'humilité et même le courage, on peut avancer dans la vie. On peut avancer dans la vie. Alors, on arrive à la fin de notre entretien et je voudrais déjà réitérer mon soutien pour la FANAF. Merci. Je suis désolée, les autres, je ne les connais pas. C'est toi que je connais et puis c'est toi que je connais et je vois le parcours que tu as fait. Donc, je réitère mon soutien. Je pense que pour nous, c'est important. Moi, je parle pour moi en tant que femme et je pense que je parle au nom de plusieurs femmes et de plusieurs jeunes, d'ailleurs, parce que si une femme peut, ça veut dire que demain, ça peut être un jeune. Ah oui, et moi, j'encourage même les jeunes aujourd'hui à oser parce qu'on a besoin d'eux. C'est eux l'avenir. Absolument. C'est eux l'avenir. Et c'est vrai, comme tu dis, que souvent, ils ont l'impression d'être mis à part. Il faut qu'ils prennent leur place. C'est tout. Prenons notre place. Enfin, moi, je ne suis pas super jeune, mais je suis jeune dans ma tête. Mais en tant que femme, je prends ma place. Et c'est ce que je dis. Prenez votre place, croyez en votre légitimité. De toute manière, il n'y a pas le choix. On est une génération qui doit passer la main. Oui, absolument. Donc, il vaut mieux qu'on prépare bien ceux qui vont prendre la main pour que ce qu'on a essayé de faire ne soit pas détruit. La transmission. Voilà. Je pense que la transmission est au cœur de tout ce que tu fais. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, te drive, en fait. Oui, parce que je pense que construire une carrière professionnelle, pour soi, c'est plus la peine. Tu n'es plus à ce niveau. C'est déjà fait. Bien sûr. C'est transmettre quelque chose pour la postérité. Inch'Allah. Et on ne peut le transmettre qu'à travers les jeunes. D'accord. Parce que ce sont eux qui vont prendre la relève. Ils sont déjà là. Il ne faut pas oublier qu'ils sont là, comme tu as dit, 70% même de la population à moins de 25 ans. Absolument, dans nos pays, oui. On ne peut pas faire ça en 70%. Et on a intérêt à faire que les 70% aient les meilleures chances de pouvoir faire évoluer nos pays, nos économies, nos sociétés. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci Evelyne. Je te souhaite beaucoup de chance pour ce challenge. Merci. Que tu t'apprêtes à je ne veux pas dire de mots comme affronter, que tu t'apprêtes à relever. Merci. Que tu t'apprêtes à relever. Et en tout cas, je sais que tu as toutes les chances de ton côté. Ben écoute, comme on dit toujours, avec la grâce de Dieu. On reste, le bon Dieu est là, c'est lui qui décide, c'est lui qui nous donne la force. Et je te remercie d'être venu apporter toutes ces pépites à notre audience qui va se délecter de cette conversation, j'en suis sûre. Comme moi, j'ai passé un très bon moment. Merci, moi également, et merci de m'avoir donné l'occasion, comme tu dis, de sortir un peu de ta zone, de ma zone d'assureur. Parce que souvent, on n'aime pas montrer ce côté. On pense que on est vulnérable. Oui, absolument. Mais c'est le côté humain. C'est le côté humain. On est des humains. Absolument. Et c'est bon de montrer qu'on est. Et le devoir de partage aussi, parce que comme tu as dit, il y a des contre-exemples. Si on ne vous voit pas, vous donnez la place au contre-exemple. Parce que, voilà, c'est ça le problème. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Ils disent, non, mais je ne veux pas qu'on me voie. J'ai dit, mais tu es une femme, tu es directrice dans une grosse multinationale. Tu as fait une magnifique carrière.
des jeunes, des femmes, d'autres personnes, même des plus âgés ont besoin de te voir pour se dire, waouh, en Afrique, il y a des jeunes qui font il y a des gens qui font des choses. En Afrique, il y a des femmes qui ont fait des choses. Ça se fait juste du bien parce que notre narratif, il n'y a qu'en le racontant nos histoires qu'on peut transformer notre narratif. C'est vrai. Et qu'on peut dire que cette Afrique, elle n'est pas qu'une Afrique des politiciens, une Afrique des statistiques négatives. C'est aussi une Afrique des talents, des personnes qui font des choses magnifiques, qui contribuent au développement du continent à travers leur travail et qui doivent briller pour pouvoir inspirer et éclairer les autres. Voilà, c'est ça la mission que je me suis donnée. Merci, et c'est une belle mission. et je t'encourage vraiment à continuer cette lutte-là, entre guillemets, mais on en voit déjà les fruits. Merci beaucoup. Et c'est important pour l'Afrique. Merci. C'est très important pour l'Afrique qu'on voit l'Afrique des talents, l'Afrique de la réussite. Exactement. Alors Evelyne, on arrive à la fin. Je te remercie. Alors tu as ta caméra en face. Et quel est le conseil que tu peux donner à qui tu veux? Tu choisis. Et le conseil que tu peux donner à notre audience? Ben, le conseil rejoint tout ce qu'on a dit, à savoir qu'ils ont leur place. Il faut qu'ils prennent leur place. Et il faut qu'ils la prennent en se donnant les moyens non seulement de la prendre, mais de la garder. Et le conseil que je leur donnerai, avancez. Vous avez votre légitimité, saisissez-la. Waouh, merci beaucoup. Alors, c'est avec vraiment tristesse que je te quitte, mais je pense qu'on se reverra très bientôt et qu'on aura l'occasion de refaire des conversations, pourquoi pas. Tout à fait, à bâton rompu. Voilà, vraiment, tu es la bienvenue sur le podcast. Merci à Nabou. tout moment pour transmettre, pour partager. Je pense que c'est un espace de transmission et de partage pour vraiment aider les jeunes à développer leurs compétences professionnelles et personnelles, pour qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent évoluer. Et donc, moi, vraiment, la porte est toujours ouverte. Merci, Nabou. Bienvenue chez toi. Bien. Et merci. Je suis contente d'être au Bénin. Et on est content de te recevoir au Bénin. Merci. Le pays des Amazones. Ah, en tout cas, c'est un pays formidable. En tout cas, bienvenue. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel. Je viens de terminer une interview magnifique avec Madame Evelyne Fassinou. Et je vous invite à suivre, mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et surtout, soyez des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Vous avez bien compris. Au revoir, à bientôt.